Écoutez, si vous en êtes d'accord, je vous propose que l'on commence parce que bon, nous avons un certain nombre donc de personnes en ligne, donc j'espère que vous m'entendez, correctement. Je voulais donc, vous souhaiter la bienvenue à notre, webinaire et puis, merci aux personnes, qui sont présentes et à ceux qui vont, je suppose, ne pas tarder à nous rejoindre. Alors moi, je suis Nelly Ricardo de la maison d'édition, Arnett, John Libet. J'ai le plaisir donc d'accueillir, les docteurs, Lucia Bézu, Lauriane Bordenave, Stéphanie Surya de l'Institut Gustave Roussy, Bonjour. coordinatrice, de l'ouvrage, Principes et protocoles d'anesthésie en chirurgie, oncologique, dont il va être question tout au long de ce temps d'échange. Je remercie également, le docteur Morgan Le Guen de nous honorer de sa présence en qualité, de modérateur. Je voulais juste vous apporter un petit détail, les micros sont ouverts par défaut pour permettre à chacun, de participer. Donc, si je peux juste me permettre de vous conseiller peut-être pour les personnes donc, qui nous rejoignent, de les couper le temps de la présentation, de nos autrices et de monsieur, Le Gouen et de les réactiver ensuite pour participer à l'échange. Donc, si vous en êtes d'accord, je propose que l'on commence et je vous passe la main et je vous souhaite à tous un bon webinaire. Merci. Morgan, est-ce que tu souhaites prendre d'emblée la parole Donc, écoute, tu le proposes, donc je vais en profiter pour peut-être à la suite de Madame Ricardo. Je ne sais pas s'il y a un fil conversation. Donc, si vous avez des questions, je suis en charge de modérer la session. Donc, si vous avez des questions que vous n'osez pas les poser en direct et que vous préférez les poser par écrit, de ne pas hésiter à saisir votre question dans le petit onglet conversation qui est normalement en haut de votre écran vidéo. Et puis, voilà, si vous préférez poser vos questions en direct, je le redirai après, mais peut-être de lever la main pour qu'on puisse vous cibler et éviter qu'il y ait des problèmes d'interférence avec les micros si tout le monde prend la parole en même temps. Donc ça, c'est les propositions de modération. Et donc, pour commencer cet échange autour de l'onco-anesthésie ou de l'anesthésie en oncologie, on verra un petit peu où est-ce que le curseur se situe. Je me permets d'introduire le docteur Lucilia Bézu, qui travaille à l'Institut Gustave Roussy, qui est une des coordinatrices principales de cet ouvrage et qui est une passionnée de tout ce qui concerne l'immunomodulation autour de l'anesthésie. Et donc, je pense que c'est une excellente oratrice pour vous présenter en quelques minutes un petit peu toute cette thématique. Merci beaucoup, Lucilla. Très bien. Merci beaucoup, Morgan, pour cette très gentille introduction. Je vais donc partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien le diaporama? Morgan, c'est bon? Pour l'instant, Stéphanie, non. Lauriane? Pour le La moment, réponse non. est négative. Pour le moment, la réponse est négative. Alors, partage d'écran. Est-ce que là, vous le voyez? La réponse est toujours négative. Je ne sais pas si tu l'as ouvert directement sur ton PC. Souvent avec Teams, il faut vraiment l'ouvrir sur le PC et aller le chercher dans les documents du bureau. Alors, normalement, il est ouvert, effectivement. Alors, on va procéder autrement. Hop là. Hop. Est-ce que là, vous voyez mon bureau d'ordinateur? Non, mais nous te voyons. Ah, mais vous voyez, mais c'est très intéressant, mais ce serait mieux de voir. Alors, le partage d'écran, Oui. manifestement, a l'air d'avoir un souci. Oui, donc Madame Bézu, si vous le souhaitez, on pouvait m'envoyer par mail votre document et on va essayer peut-être nous le partager à partir du coup de notre connexion, Oui. si toutefois vous n'y arrivez pas. Et là, vous ne voyez pas non plus ma fenêtre? Non plus, vous me voyez toujours moi, mais pas la fenêtre. Exactement. Oui, on te voit. Voilà.
document. Ouais, sinon, le temps que ça parte, je poserai une ou deux questions, mais j'attends que tu te libères de cette contrainte. Madame Ricardo, je vous l'envoie sur votre boîte mail. Chargé. On va réessayer quand même encore une fois. Hein. Là, vous ne voyez toujours pas mon écran. On n'ose plus répondre. Ah, d'accord, très bien. Bon. Est-ce qu'il est parti actuellement? Il est en cours d'envoi. D'accord. Alors, je ne sais pas si tu le mets dans ta présentation. Finalement, c'est sur l'idée l'idée de l'ouvrage, l'idée de la coordination que tu as menée. C'est parti de l'IGR, c'est parti de ton expérience, toi, en tant qu'anesthésiste, ou dans différents centres, en se disant, il y a quand même une problématique de chirurgie oncologique qui représente une grande part de notre activité au quotidien. Voilà, comment est-ce que la genèse de cette question et cet intérêt sur l'oncoanesthésie est venue, finalement? Alors, oui, il est venu vraiment par expérience où on s'est vite rendu compte que le patient d'oncologie n'était pas un patient comme les autres. Il avait notamment des caractéristiques précises en parallèle des caractéristiques des chirurgies oncologiques qui sont propres à chaque fonction d'organe. Et en plus, il y a des facteurs périopératoires immunosuppresseurs dont maintenant on est certain qu'il faut les gérer et les contrôler pour soutenir le système immunitaire et la réponse antitumorale immune. Et on s'est également rendu compte qu'il n'y avait pas d'enseignement théorique qui existait et qu'on apprenait un peu sur le tas au niveau de nos terrains de stage et parfois lors de certains congrès quand il y avait des thématiques sur le cancer qui étaient mis en évidence. Mais jusqu'à présent, en tout cas jusqu'à cette année, il n'y avait même pas de session entière consacrée à l'oncoanesthésie. Et du coup, l'idée est venue de créer un enseignement et à ce moment-là, en fait, je suivais le DIU de pédagogie médicale et c'est devenu un petit peu mon mémoire où je me suis dit, mais on va voir si les personnes seraient intéressées pour créer un enseignement. Et on a lancé en fait donc une enquête qui a été soutenue notamment par la SFAR et en un mois, on avait eu plus de 500 réponses. Et les gens, en fait, se sont manifestés et ont vraiment exprimé un désir de suivre un enseignement théorique et pratique sur l'oncoanesthésie, sur des thèmes qui étaient vraiment très précis. Et on s'est rendu compte que ça concernait tout le monde, pas seulement les médecins anesthésistes, mais également les infirmiers, les oncologues, les chirurgiens, les étudiants de tous les centres publics, privés, Paris, province. Tout le monde se sentait concerné puisque nous avons tous eu en charge un patient d'oncologie. Et du coup, dans un premier temps, on a créé le DU d'oncoanesthésie et ensuite, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas non plus de support théorique de livres. Et j'ai pris contact donc, avec la maison d'édition Arnet qui a très gentiment répondu à mon appel et l'aventure est partie comme ça. Ah, je vois le PowerPoint arriver. Alors voilà, écoutez, je m'excuse, mais enfin voilà, nous l'avons retrouvé voilà, entre-temps. Parfait. Alors du coup, je vais vous laisser gérer le passage des diapositives. Oui. Alors, très bien, vous m'aiguillez. Voilà. Alors voilà, l'oncoanesthésie, qu'est-ce que c'est? Allez-y, cliquez, je ferai au fur et à mesure. D'accord. C'est la prise en charge vraiment en fait périopératoire du patient d'oncologie et on va voir en fait quelques exemples. Alors, peut-être que vous ne le savez pas, mais la chirurgie à l'égal du patient est un acte qui est immunosuppresseur. En fait, le chirurgien, dès qu'il va manipuler la tumeur, il va libérer dans la circulation des cellules tumorales et ça va favoriser la dissémination, puis la genèse en fait des métastases. C'est également favorisé par les effractions
vasculaires et lymphatiques qui sont dus au geste chirurgical. Et la chirurgie en soi est hautement inflammatoire et va également favoriser les facteurs de croissance vasculaire comme le VEGF. Donc allez-y, vous pouvez cliquer. Donc vous avez toujours des cellules tumorales circulantes qui vont être disséminées dans la circulation. Le facteur de croissance, allez-y, cliquez. Il y en a plusieurs. Voilà, n'hésitez pas à m'arrêter. Oui, plein de cytokines pro-tumorales et inflammatoires. Donc, est-ce qu'il faut faire des anti-inflammatoires, des INS dans la chirurgie oncologique? Vous allez avoir un stress glucocorticoïdien qui va être proportionnel à la douleur et à l'intensité de cette douleur. Et maintenant, il est formellement reconnu que c'est immunosuppresseur. Votre patient, il a lui-même des facteurs immunodépresseurs, l'anémie. Avons-nous le droit de faire de l'EPO en chirurgie oncologique? Allez-y, cliquez. Votre patient, il sera toujours dénutri. Pensez-vous à faire de l'immunonutrition et est-ce que c'est efficace? Les addictions sont hautement immunosuppresseurs. Maintenant, nous avons des données sur le stress psychologique et nous savons que des patients qui sont stressés, qui ont des hautes doses de catécholamine endogène, va vous augmenter la croissance tumorale. Allez-y, cliquez encore. Votre patient, il va falloir très certainement le transfuser. Avez-vous le droit de faire du cell saver ou est-ce que c'est formellement condamné? La grande question de la gestion de la douleur. En 2023, avons-nous encore le droit de faire des opioïdes? Quelle est la place de l'ALR? Et est-ce que l'OFA va être la future anesthésie du patient d'oncologie et le fameux duel halogéné-propofol? Nous n'avons pas à l'heure actuelle toutes les réponses à ces questions. Il est évident qu'il va y avoir des recommandations dans les prochaines années, mais il y a des choses dont on est sûr. La chimiothérapie. Quand vous avez un patient d'oncologie, il aura très certainement eu des chimiothérapies récentes. Alors allez-y, cliquez. Chimiothérapie récente, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire automatiquement une séquence rapide? Vous avez un bilan pré-op, vos neutrophils sont à moins de 1000. Endormez-vous, avez-vous le droit? Vos patients, ils auront des voies veineuses ultra difficiles. Avez-vous le droit d'utiliser le PAC, le PICC line ou le midline? Savez-vous quels sont tous ces modes de voies veineuses? La chimiothérapie va vous effondrer les résistances vasculaires. Pouvez-vous d'emblée faire de la baby noradré? Alors peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a vraiment des données récentes qui viennent de sortir. Les catécholamines stimulent les cellules tumorales. Cancer du sein, ovaires, côlon sont bourrés de récepteurs bêta-adrénergiques. Vous leur mettez des catécholamines in vitro, c'est hautement stimulé. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire. Là, on n'a strictement aucun argument pour dire qu'il ne faut pas faire de catécholamine aux patients d'oncologie. Jusqu'à présent, il faut en faire s'ils ont une chute de tension. Ah, non, dans le sens. Allez-y, recliquez. Voilà. Il y a une étude quand même qui est sortie il y a 3-4 ans. Patiente cancer du sein, stressée. Les patientes qui avaient un haut taux d'adrénaline endogène, attention, qui viennent vraiment du surrénal des patientes, avaient de manière significative une moins bonne survie globale et sans récidive. Et ça sort en analyse multivariée. Je dis bien endogène. Nos catécholamines exogènes, nous ne savons pas ce que ça fait. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'études. Donc ça, c'était les généralités des chimiothérapies. Si on va un peu plus dans le détail, on a tous appris quand on était petit, le 5FU, le anthracycline, ça a une toxicité cardiaque, il faut un ECG, une échographie cardiaque. Vous êtes dans un centre de lutte contre le cancer, ces examens, vous les aurez. En dehors des centres de lutte contre le cancer, il va falloir penser à les rechercher. Cisplatine, on ne le fait pas toujours, mais il faut les hyperhydrater. Ça, c'est les chimios classiques. Mais attention, vous avez maintenant des traitements, des nouveaux traitements qui sont mis sur le marché et qui font partie maintenant intégrante de l'arsenal des oncologues, typiquement l'immunothérapie. Il n'y a pratiquement plus de patients qui n'ont pas d'immunothérapie. L'immunothérapie, ça vous stimule le système immunitaire. Mais ça vous stimule tellement le système immunitaire que vous avez très souvent de l'auto-immunité. Tout organe confondu. Mais qu'est-ce que vous faites en tant qu'anesthésiste dans votre consultation comme bilan préopératoire? Ça, va falloir vraiment se poser des questions. Allez-y, la suite. Alors, le choix des produits d'anesthésie. Alors ça fait grand débat. Désolée, je n'ai pas de scoop. Je ne peux rien vous dire sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire chez le patient. Ce qui est très clair,
c'est les données in vitro et in vivo. Les gaz, sur modèle in vitro ou sur souris, la souris qui va avoir du desflurane, la tumeur, elle va grossir énormément. Morphine, la morphine, ça vous stimule les oncogènes, comme Scénic. Vous l'associez aux aliénès, vous effondrez la stimulation des oncogènes. Allez-y, la suite. Anesthésiques locaux, ça vous freine la croissance tumorale, ça vous augmente la survie et c'est potentialisé par l'immunothérapie. Tout ça c'est très bien, c'est très joli en préclinique. Mais chez le patient, qu'est-ce qu'on a de solide? De solide, on a surtout les études rétrospectives observationnelles. Patientes mastectomie, celles qui ont reçu du kétorolac avaient moins de métastases, moins de récidives secondaires. La plus grosse étude rétrospective à ce jour, avec pratiquement 7000 patients inclus, c'est l'étude rétrospective de Wigmore dans anesthésiologie en 2016. Les patients qui avaient été anesthésiés au 10 ans, coupez vos micros s'il vous plaît, avaient une meilleure survie que ceux qui avaient été anesthésiés au gaz. La seule étude là très solide qu'on ait en prospective observationnelle, c'est celle du professeur Sessler avec le professeur Donald Buggy, qui est paru dans Lancet quand même en 2019, où ils avaient vraiment fait un groupe avec tous les agents qui pourraient être protumoraux et un autre groupe avec tous les agents qui pourraient être antitumoraux. Ils n'ont pas réussi à mettre en évidence de différence en termes de survie, mais tous les stades de cancer étaient mélangés et il y avait énormément de facteurs confondants, notamment dans les traitements adjuvants reçus par les patients. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas de réponse et il faut surtout continuer à faire la meilleure anesthésie possible. Next. Alors maintenant, anesthésie par fonction d'organe. Alors allez-y, vous pouvez cliquer. Si, à part les facteurs en fait, des patients, vous avez pour chaque type de chirurgie des protocoles qui vont être spécifiques quand même à l'oncologie. Gynécologique, une patiente avec une énorme masse tumorale, avec de l'acide, eh bien oui, mais normalement, il faut faire une séquence rapide parce que vous avez un ileus réflexe. Reconstruction, la grande question, est-ce qu'on a le droit de faire des catécholamines avec du diabète? En fait, vous avez le droit. Vous avez le droit, vous n'allez pas détruire le lambeau si vous faites un typhon de baby noradré. Au contraire, vous allez aider à la perfusion du lambeau. Chirurgie ORL, vous allez avoir des difficultés majeures de la gestion des voies aériennes avec des trismus qui ne sont pas levés avec le curare. Chirurgie de la base du crâne, c'est aussi hautement spécifique. Chirurgie viscérale, les sarcomes, les tumeurs rétropéritonéales qui nécessitent des néphrectomies ou aussi des résections partielles de veines caves. Allez-y, continuez de cliquer. Chirurgie thoracique, intubation sélective, comment on met un carlins, un bloqueur, la place du bloc paravertébral. On a tous pris en charge un phéochromocytome. Il n'y a pas de bouton on-off quand on a 30 de tension avec de l'adrénaline qui sort. La question sous-jacente, c'est faut-il les prémédiquer? Dans quel cas on le fait et comment on le fait? Continuez de cliquer. CHIP, c'est réservé maintenant actuellement aux tumeurs malignes du péritoine et dans des centres experts, mais il y a encore des CHU aussi qui font des CHIP. Ça chauffe. Il y a un risque de choc thermique, c'est une prise en charge qui est hautement spécifique. Et enfin, continuez de cliquer. Que vous fassiez du privé, du public, gynéco, ORL, base du crâne, viscéral et thoracique, il va falloir maintenant systématiquement vous poser la question de y a-t-il un robot dans la salle? Et la chirurgie robotique, ce n'est pas seulement une grosse cellule. Un autre exemple, est-ce que c'est toujours éthique d'opérer? Et là, l'anesthésiste réanimateur, il va avoir une place majeure et va rentrer dans des discussions très importantes. Je crois qu'on est tous d'accord que faire une chirurgie majeure et lourde avec un patient qui a une espérance de vie de moins de 3 mois, ça peut ne pas être raisonnable. Mais à l'opposé, est-ce qu'on a le droit de laisser un patient mourir avec un syndrome occlusif ultra douloureux? On aura peut-être envie de lui faire une stomie de décharge pour son confort. Mais est-ce que son état permet d'être anesthésié et opéré? Et est-ce qu'un chirurgien et un anesthésiste voudra prendre ce risque? Et si on opère, comment on gère post-opératoire? Est-ce qu'on met le patient en salle, en soins continus? Si ça se passe mal, est-ce que c'est raisonnable de mettre un patient d'oncologie en réanimation? Et là, il va y avoir vraiment une place majeure et une discussion de l'anesthésiste réanimateur en RCP. Les RCP, il y a toujours des oncologues, des radiothérapeutes, des anapathes, mais beaucoup plus rarement l'anesthésiste réanimateur et même dans les CLCC. Et vous avez dû en entendre parler,
à la fin de l'été 2023, normalement, il doit y avoir un projet de loi sur la fin de vie, sur les soins palliatifs. Et ça va peut-être changer totalement les contrats d'admission en réanimation. Ça va aussi changer très certainement les directives anticipées et ça va changer notre rôle. Alors ça, c'était quelques exemples. Mais vous êtes dans votre centre, vous avez votre patient d'oncologie au bloc. Et là, vous vous dites, OK, donc moi, j'ai ça à faire, mais comment font les autres et comment je vais chercher l'information? Donc, c'est là que l'idée est venue. On est assez d'accord quand même qu'il faut recevoir un enseignement spécifique. Allez-y, cliquez. Vous avez plein d'enseignements sur le cancer. Ils sont tous, en général, pour les oncologues médicaux et les chirurgiens. Et nous, on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas en anesthésie oncologique. Et donc, c'était le fameux questionnaire dont je vous parlais. Donc, allez-y, cliquez. On va passer d'emblée à la diapo d'après. Donc, on a eu énormément de participants. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il n'y avait pas seulement que les médecins anesthésistes réanimateurs qui se sentaient impliqués dans cette thématique, et tous les modes d'exercice étaient intéressés. De manière, moi j'ai été surprise par la réponse à la question « Connaissez-vous l'onco-anesthésie ?» Il y avait un tiers des personnes, des participants qui ne connaissaient pas le terme. Alors c'était davantage connu dans les participants travaillant dans les CLCC. Allez-y, Madame Ricardo, cliquez. Voilà. Là aussi, grosse surprise, mais très positive, à la question « Pensez-vous que les techniques d'anesthésie et de chirurgie puissent avoir un impact sur le pronostic cancéreux ?» Mais pratiquement tout le monde a dit oui. Il y a 1%, alors les 1%, c'était 4 oncologues qui n'avaient pas la littérature en tête, mais sinon, tout le monde a quand même conscience que la prise en charge périopératoire, tant anesthésique que chirurgie, peut faire basculer le pronostic du patient. Je ne vais pas m'étaler sur les résultats de cette enquête. Si vous voulez en savoir plus, tout est dans l'article qui est paru dans ANREA l'année dernière, en juillet 2022. L'embargo va être levé dans 2 mois. Il sera en accès libre ensuite sur Internet. Allez-y, cliquez. Donc, juste pour conclure, en fait, ce petit diaporama, on va tous être confrontés à la prise en charge de patients d'oncologie, quel que soit notre mode d'exercice. Le cancer, pour rappel, c'est quand même 10 millions de morts par an dans le monde. C'est 1000 nouveaux cas par jour en France. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'INCa. 30% d'entre nous là, qui sommes à l'écoute va avoir un cancer, il faut le savoir, et va décéder soit directement du cancer, soit d'une de ses complications. Donc ça, c'est juste pour planter le décor. Le patient d'oncologie, on ne doit plus le considérer en soins palliatifs d'emblée. Moi, au début de mes études, il y a 20 ans, quand il y avait un patient qui avait un cancer, c'est vrai qu'on ne prenait pas forcément sa prise en charge comme les autres. Le patient d'oncologie, non, c'est un patient comme les autres. Au diagnostic, il entre dans un parcours de soins curatifs. Et l'anesthésie va avoir un rôle et une fonction primordiale dans le périopératoire pour aider les oncologues et les chirurgiens à aboutir à la rémission. Et c'est une prise en charge qui est multidisciplinaire. On n'a pas encore la réponse à tout, mais ce qui est certain, c'est qu'il va falloir dès maintenant, à la suite de ce webinaire, que vous preniez en compte les facteurs immunosuppresseurs, ça c'est formellement recommandé, pour soutenir le système immunitaire. Le contrôle optimal de la douleur, la lutte contre les addictions, la dénutrition, maintenant le soutien psychologique. On a enfin des études solides qui ont étudié l'impact psychologique sur la croissance tumorale. Mais attention, il va falloir rester raisonnable et savoir jusqu'où on va. Et là, je crois que vraiment, il va falloir que les anesthésistes réanimateurs aient un rôle primordial dans les différentes RCP. Next. Alors, on n'est pas là par hasard, on est là grâce aussi à la maison d'édition Arnett. Et effectivement, donc, il y a ce livre d'onco-anesthésie que vous pouvez retrouver où vous aurez davantage de détails. Next. Hop. Si vous voulez vraiment avoir un enseignement approfondi, tant théorique que pratique, donc sachez que le diplôme universitaire d'onco-anesthésie a été créé cette année. Les inscriptions pour l'année prochaine sont ouvertes. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 30 septembre 2023. Il est ouvert aux médecins, aux infirmiers anesthésistes de réanimation ou travaillant dans des services d'oncologie, chirurgiens et internes. Les cours débuteront en novembre jusqu'en juin avec 11 cours théoriques et une journée d'atelier pratique. Soit vous allez sur le site de l'Université Paris-Saclay, soit sur le site de
l'école des sciences du cancer, soit directement sur le site gustavroussy.force.com. Et la dernière diapo, bien sûr, je tiens à remercier vraiment la maison d'édition Arnet pour leur confiance dans ce projet de livre et l'organisation de ce webinaire. Toute l'équipe de Gustave Roussy, notamment notre directeur sans qui ce ne serait pas possible. Je remercie vraiment les docteurs Lauriane Bordenave et Stéphanie Surya, qui sont chefs de service d'anesthésie et des soins continus chirurgicaux, qui ont tout de suite accepté cette idée et qui se sont jointes pour ce projet de livre. Les établissements et bien sûr tous nos collègues, parce qu'il y a une énorme équipe derrière nous, médecins mais aussi infirmiers qui sont hautement impliqués dans l'enseignement et dans la rédaction des chapitres, nos collègues réanimateurs de médecine intensive, chirurgiens, radiologues et nos étudiants qui, par leur curiosité et leurs questions, nous poussent toujours à nous améliorer. Et bien sûr, les membres du groupe d'anesthésie-réanimation en oncologie, SPHAR et SPHAR Jeunes, qui nous soutiennent dès le début et qui nous aident à diffuser et à communiquer et qui nous ont soutenus dans ce webinaire. Et donc maintenant, j'ai suffisamment parlé. C'est place aux questions. Et Morgan, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Lucia, pour cette vue un petit peu macro de ce que c'est finalement l'onco-anesthésie. Et si je résume, finalement, l'anesthésie pour chirurgie du cancer, c'est faire comme d'habitude pour un acte chirurgical qui est peut-être un petit peu particulier. Et donc, il n'y a pas de plus-value. On fait le métier, on fait notre métier d'anesthésiste. Et puis, tu as l'onco-anesthésie qui est beaucoup plus une réflexion de qu'est-ce que je vais mettre en place, quelles sont toutes les interactions, mais que ce soit des interactions pharmacologiques, des médicaments d'anesthésie que je prends en charge, mais quelles sont aussi les interactions de contexte, les interactions de contexte en termes de préparation, en termes de parcours de patient, pour essayer d'adapter l'anesthésie avec le processus tumoral, le processus carcinologique qui est en cours. Je pense que c'est comme ça un petit peu que je vois moi les choses. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, vous, sur cette finalement cette vision de la différence entre onco-anesthésie à proprement parler et l'anesthésie de tous les jours, même si on traite pour beaucoup du cancer dans notre pratique au quotidien. Stéphanie, Lauriane, allez-y. Alors, vos micros sont fermés là. On ne vous entend pas. Merci Lucilia. Moi, j'ai l'habitude de dire une phrase quand il y a les internes. J'ai l'habitude de leur dire que n'oubliez pas qu'on va rendre le patient à l'oncologue. C'est-à-dire que nous, on va endormir, le chirurgien va opérer et on n'est finalement qu'une étape dans la prise en charge de ce patient. Et il y a beaucoup de pathologies maintenant oncologiques où la survie du patient, elle va dépendre du délai entre le moment où on va l'opérer et on va le rendre à l'oncologue pour qu'il ait soit sa cure de chimiothérapie, typiquement dans de l'ovaire, où il va falloir avoir un délai, ou en ORL, où il va falloir un délai optimal entre la chirurgie et la radiothérapie. Donc, n'oublions pas que tout ce qu'on fait, on est là pour le rendre dans le meilleur état possible, pour qu'il puisse recevoir sa pleine dose de chimiothérapie, de la molécule qu'il faut, à la bonne dose. Donc, il faut qu'on le rende en n'ayant pas d'insuffisance rénale, qu'il n'ait pas fait de complications autres, etc. Donc, voilà, donc on est, nous, une étape dans la prise en charge globale de ce patient. Et voilà, c'est vraiment, ne l'oublions pas. Alors, il y a quelques questions qui commencent à arriver, mais je vais faire le lien finalement sur les questions en étant un peu provocateur. Tu as dit, et tu as commencé ta première diapositive en disant la chirurgie, l'acte chirurgical est un processus à risque pro-inflammatoire de fait. Et ça rejoint une des questions sur le stress périopératoire. Mais est-ce qu'il y a des études, animales en tout cas, parce que chez l'homme, ce n'est pas possible, mais pour dire finalement, l'anesthésie, faire l'anesthésie sans la chirurgie, est-ce que l'anesthésie, par elle-même, par le fait de mettre une perfusion, de mettre des médicaments extrinsèques, par elle-même peut aussi influencer l'évolution carcinologique et avoir un process par elle-même pro-inflammatoire. Et donc d'intégrer nous dans notre pratique, il n'y a pas que le chirurgien qui est le méchant dans la situation, il y a peut-être aussi l'anesthésiste et d'essayer d'avoir une pondération dans notre réflexion là-dessus. Alors, je vais faire la réponse en deux temps. D'un côté chirurgie, d'un côté anesthésie. Alors, chirurgie, oui, bien que ce soit le meilleur traitement qui soit pour les tumeurs solides. S'il n'y a pas d'exérèse de la tumeur primaire, ce n'est pas possible d'arriver jusqu'à la rémission. Alors, c'est que les chirurgiens n'aiment pas trop qu'on dise ça, mais la chirurgie, malheureusement,
est un facteur immunosuppresseur. Concernant le stress, alors il y a le stress, on va dire, glucocorticoïde, donc celui qui va être vraiment moléculaire, qui est directement dû à l'inflammation et à la douleur. La sortie de cortisol et de catécholamine vous paralyse vraiment les cellules immunitaires, vous bloque la réponse immunitaire et en plus, les catécholamines donc, stimulent les cellules tumorales. Ça, maintenant, c'est vraiment clairement démontré et ça a fait l'objet d'un Nature Medicine en septembre 2019 où vraiment, il est démontré que le stress glucocorticoïdien vous inhibe la réponse antitumorale. Au niveau de l'anesthésie, la douleur générée par l'anesthésie, il est évident que ça doit avoir un impact néfaste, que ce n'est pas la chirurgie en soi, c'est la douleur générée par la chirurgie. Donc, si nous, on génère une douleur, par exemple la laryngoscopie, qui est une des douleurs les plus importantes, alors certes de courte durée, parce qu'il faut savoir que c'est quand même l'intensité et la durée de la douleur, hein, bien sûr, qui a un impact, on ne doit pas être très bon. Après, c'est surtout nos agents d'anesthésie qui seraient le plus négatif. La grande question actuellement, c'est les halogénés, et les opioïdes, ou sur les études précliniques, très clairement, c'est protumoral. Alors, le sévoflurane, il commence à y avoir d'autres choses avec l'épigénétique, mais très clairement, desflurane, isoflurane et les opioïdes, presque tous, parce qu'il y en a qui n'ont pas été bien étudiés. Fentanyl, ce n'est pas bien étudié. Rémifentanyl, ce n'est pas bien étudié. Mais tout le reste, c'est protumoral. À l'opposé, le propofol, in vitro, in vivo, c'est antitumoral. Ça, c'est clair. Anesthésiques locaux, ultra antitumoral et ses doses étant dépendantes. C'est l'homme, on n'arrive pas encore à bien le démontrer parce que tout est mélangé. Tout est absolument mélangé et tout type de cancer est mélangé. Là, actuellement, surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque facteur pris individuellement, que ce soit des facteurs protumoraux ou antitumoraux, ils ont un très faible poids. Mais c'est ensemble que ça peut faire basculer du côté protumoral ou antitumoral. Il est certain que des patients de type tumorectomie chez la femme de 30 ans, ASA1, quoi qu'on fasse, elle sera en rémission. Que le patient ASA4 multimétastasé, quoi qu'on fasse, il va décéder. Ce qui va être intéressant, c'est les patients qui sont dans cette zone grise, où là, tout mettre en place pour favoriser tous les facteurs antitumoraux de son entrée à l'hôpital à sa sortie. Là, ça va peut-être pouvoir faire basculer le pronostic. Et c'est là que ça va être intéressant. Et le grand challenge, je pense, dans les 10 prochaines années, ça va être de cibler les patients qui pourraient bénéficier d'un parcours de soins personnalisé où nous, anesthésistes réanimateurs, on va être impliqués. Alors, oui, ça rejoint une des questions sur l'agent et pourquoi est-ce qu'on utilise encore les halogénés. Il y a deux éléments de réponse. C'est un, la culture. On a été éduqué dans beaucoup d'endroits par l'utilisation facile des halogénés en paire opératoire. Donc ça, c'est le premier élément. Et de culture par rapport au cancer et par rapport aux effets oncologiques des médicaments. Et donc, on est sur une méconnaissance culturelle de l'impact potentiel de certains halogénés sur le processus tumoral et de l'autre côté, une habitude d'usage parce qu'on n'a pas tous et on n'a pas tous accès à des pompes PK dans tous les blocs opératoires. Et donc, les deux font qu'on utilise encore très largement les halogénés dans ces contextes-là. Et donc, ça va prendre du temps. Je pense qu'une évolution va venir, mais ça va prendre un petit peu de temps pour se faire. Alors, j'essaye de voir depuis tout à l'heure s'il y a des... Ah voilà, je commence à avoir des questions parce qu'en fait, je n'ai pas les mains levées. Je surveille la conversation parce que je n'arrive pas à voir s'il y a des mains levées sur les participants. J'ai une question en attendant d'avoir accès aux questions. C'est pour Lauriane, pour entendre un petit peu Lauriane discuter avec nous. Il y a toute la problématique, et tu l'as dit, Lucilia, au démarrage, sur le conditionnement du patient. Que probablement, la douleur préopératoire, c'est sûr, c'est un élément marquant de gestion du patient oncologique, mais l'anxiété préopératoire est aussi un autre élément probablement marquant avec certains syndromes de type catastrophisme. C'est est-ce qu'aujourd'hui, on commence à avoir des éléments de preuve sur la gestion de l'anxiété par des techniques de diversion, de distraction, d'hypnose ou de choses comme ça sur cette population d'oncologie? Alors, oui, tu soulèves un point important. En fait, l'anxiété préopératoire, d'abord, le cancer est un facteur de risque d'anxiété préopératoire, c'est logique, compte tenu des attendus de la chirurgie.
Et en fait, il y a une relation entre anxiété préopératoire et profils qui vont développer davantage de douleurs aiguës post-opératoires. Et cette douleur aiguë risque de faire le lit de la douleur chronique post-opératoire à distance. Et puis un deuxième effet aussi, c'est que les patients plus anxieux vont être moins compliants pour la suite du traitement et comme l'a dit Lucilia, ils rentrent dans un parcours où il va y avoir des actes diagnostiques, des actes thérapeutiques, des actes palliatifs, des actes de reconstruction et au plus ils démarrent mal ce parcours avec une mauvaise expérience, au moins ils vont être observés. C'est d'autant plus important qu'on a allégé les techniques pharmacologiques anxiolytiques depuis quelques années à la suite de publications, d'une publication en particulier qui a suggéré que la prémédication anxiolytique médicamenteuse n'améliorait pas le vécu du patient et donc il nous faut trouver des techniques adjuvantes qui ne soient pas médicamenteuses, dont l'hypnose fait partie, dont la communication positive fait partie au sens large. Les seuls domaines de la littérature où l'hypnose a montré un effet positif, il y en a deux. Le premier qui ne nous concerne pas, c'est la télépathie fonctionnelle. Et le deuxième, c'est la période périopératoire, en particulier en oncologie. Et il y a des études qui sont quand même assez anciennes, hein, depuis 2000, il y a des études. La première qui a fait grand bruit, elle était dans le Lancet en 2000. Mais c'est des études qui passent souvent sous les radars parce que l'hypnose est vue comme quelque chose de récréatif, alors qu'il y a un vrai intérêt médical. Et donc sur des procédures, que ce soit utilisées en paire-procédure, sous locale ou sous sédation, ou que ce soit utilisé en prémédication sur des séances courtes de 15 à 20 minutes, il y a un effet à la fois sur les scores douloureux et anxieux paire-opératoires et à la fois sur la récupération, la douleur, les nausées-vomissements, la fatigabilité, notamment en chirurgie scénologique, qui est le modèle un peu pur qu'on utilise pour étudier ces techniques en oncologie. Merci beaucoup. Alors, on a abordé là rapidement le pré. Là, il y a un certain nombre de questions qui arrivent sur les conversations, qui sont sur la partie pair, et on dira un mot sur le post-op, mais on va se concentrer sur la partie pair. Il y a deux éléments. Il y a le côté agent anti-inflammatoire. On a parlé un petit peu des corticoïdes. Tu as évoqué le sujet des ANS, de l'ALR. Est-ce que l'ALR systémique, l'ALR intraveineuse a les mêmes effets anti-inflammatoires que le bloc d'ALR? Est-ce qu'il vaut mieux privilégier l'un ou l'autre sur les techniques d'ALR, puisque tu insistes beaucoup là-dessus? Ça, c'est le premier temps de la question. Alors, concernant les anesthésiques locaux, ils ont un effet vraiment antitumoral, aussi bien en intraveineux qu'en bloc. Si vous ne l'avez pas encore vu, le 6 avril de cette année, il y a eu dans Journal of Clinical Oncology une étude randomisée, multicentrique, prospective, qui a démontré que les patientes opérées d'un cancer du sein et qui avaient reçu des blocs avec des anesthésiques locaux vraiment au niveau des cadrans, au niveau du sein, avaient une meilleure survie globale et sans récidive. Donc là, vraiment pour la première fois chez l'être humain, en études solides, internationales, on a pu enfin le démontrer. Donc il doit y avoir une action, et on le sait en in vitro et in vivo, qu'il y a des effets directs des anesthésiques locaux qui vont vraiment attaquer les cellules tumorales, et il y a un effet indirect par stimulation du système immunitaire. Et quand vous avez les anesthésiques locaux qui sont mis en intraveineux, donc pour la lidocaïne, vous avez une biodisponibilité de 100%. Et pendant que votre patient il est opéré, pendant toute la chirurgie, vous allez avoir les cellules tumorales et la tumeur qui vont baigner dans la lidocaïne. Et ça, on sait que, alors pareil, là, c'est plutôt une donnée préclinique, mais des souris qui ont eu des perfusions intraveineuses de lidocaïne pendant 4 semaines, elles avaient fini par ne plus avoir de... Alors, on ne peut pas perfuser les patients pendant 4 semaines, ce n'est pas possible, mais en tout cas, il y a un effet. Je ne peux pas vous dire s'il y a un mode d'administration supérieur à un autre, mais vous avez actuellement une 50aine d'études enregistrées dans Clinical Trial qui, j'espère, vont nous donner une réponse et qui étudient, je pense, tous les modes d'administration possibles des anesthésiques locaux en prospectif chez l'être humain. Il faut être un petit peu patient. Merci beaucoup. Alors, il y a une question très intéressante, moi, je trouve, sur la transfusion, qui est la séquence, en fait.
Est-ce qu'il vaut mieux laisser le patient un petit peu anémié et transfuser après la chirurgie, hors contexte d'urgence? Mais si on a la possibilité d'attendre, voilà, est-ce que je fais ma transfusion sur un chiffre, ou est-ce que si j'ai une bonne tolérance hémodynamique opératoire, est-ce que j'attends la résection chirurgicale pour transfuser et essayer de limiter finalement la réponse immunologique liée à la transfusion? Oui, j'ai vu la question. Alors en fait, la notion que la transfusion peut être immunosuppresseur, ça date des années 70, avec la réaction qu'on appelle de TRIM. On s'était rendu compte que les patients qui étaient transplantés rénaux avaient moins de réjection de leur greffon quand ils étaient transfusés. Ça, c'était dû en fait au culot qui était rempli de cellules apoptotiques et de globules blancs, et ça a donné lieu au culot d'ailleurs déleucocyté. À l'heure actuelle, on n'a jamais réussi à démontrer que la transfusion était négatif et néfaste pour le pronostic oncologique. Donc, si vous devez transfuser vos patients, vous les transfusez. Et il n'y a pas de chronologie. Si c'est avant la résection, vous transfusez avant la résection. C'est surtout ça qui prédomine. Et dans l'autre partie de la question, en fait, la personne avait un peu tiqué sur l'information que j'ai donnée pour les catécholamines. Attention, ce sont des données surtout précliniques. Et la donnée sur l'être humain concernait les catécholamines endogènes, donc celles que vous sécrétez quand vous êtes stressé. Les catécholamines exogènes, celles que nous donnons au bloc opératoire, on ne sait pas ce que ça fait. Donc, continuez à faire des catécholamines à vos patients s'ils en ont besoin. L'hypotension et l'anémie seront davantage néfastes. Okay. C'est très clair, merci beaucoup. Alors, il y a une question d'un ami de l'Est, et j'en poserai une deuxième après derrière sur est-ce que dans votre pratique finalement, il y a des médicaments que vous n'utilisez plus? Alors, j'exclus le protoxyde d'azote parce que je pense que ça, on ne doit plus l'utiliser depuis très longtemps. Mais est-ce que dans la pharmacopée du patient ici à Gustave Roussy, il y a un agent qui se fait peut-être ailleurs et que vous avez, vous, de principe, par précaution, exclu de votre carnet thérapeutique? Vos micros sont fermés. Vas-y, réponds. Non, il y a aucun qu'on a exclu. Pour l'instant, je pense que Lucilia confirmera, mais on n'a que des données qui sont expérimentales, et pour l'instant, on attend que Lucilia nous dise s'il faut arrêter quelque chose. Mais pour l'instant, elle nous a autorisé à tout faire. Donc pour l'instant, non, il n'y a rien d'interdit. Alors moi j'ai une difficulté très pratique, c'est que on a de plus en plus de patients qui ont des chimiothérapies qu'on ne connaît pas. Ils viennent avec des noms de molécules qu'on ne connaît pas. Ça devient très compliqué, et certaines molécules qui ont des vrais impacts sur la cicatrisation ou sur la prise en charge périopératoire, ou avec des délais de cytopénie qui sont un petit peu différentes. Comment est-ce qu'on gère toute cette information, cette nouvelle information? Est-ce qu'il y a des registres? Où est-ce qu'on peut aller chercher, nous, en tant que praticiens? Est-ce qu'il faut aller chercher pour chaque molécule le Vidal, ou est-ce qu'il commence à y avoir des registres ou des annuaires pour l'anesthésiste, ou pas encore? Morgan, si on essaye de catégoriser un peu les traitements anticancéreux qui peuvent précéder la chirurgie et qui, d'une manière générale, encadrent la chirurgie, il y a la chimiothérapie classique, effectivement, qu'on connaît de nos études. Et cette chimiothérapie, elle peut avoir deux effets principaux, c'est les cytopénies des lignées sanguines, qui sont maximales à 3 semaines. Donc, en général, on programme la chirurgie 3 à 4 semaines après la chimiothérapie néoadjuvante, avec un contrôle de la numération. Et le deuxième effet dont Lucilia a parlé et qui est plus méconnu, c'est la diminution des résistances vasculaires périphériques, avec des patients qui, dans le mois qui suit la chimiothérapie, ont des profils vasoplégiques sous anesthésie générale, qu'on ne comprend pas très bien si on n'est pas prévenu. Après, chaque molécule a sa propre toxicité qu'on connaît par souvenir, les anthracyclines ont une toxicité cardiaque, la bléorespi, d'où l'intérêt finalement d'interagir avec les oncologues pour avoir les idées bien claires. Ensuite, vous avez la radiothérapie. Ce qu'il faut comprendre sur la radiothérapie, c'est que ça crée des lésions sur le long terme. C'est-à-dire, c'est un processus qui évolue pour son propre compte pendant très longtemps. Et les tissus radiothérapiés ont une fragilité vasculaire avec un risque hémorragique majoré et des soucis de cicatrisation, que ce soit en abdominopelvien ou en ORL.
avec une petite mention spéciale pour le cou irradié qui génère beaucoup de pathologies différentes parce que c'est une zone anatomique complexe, donc à la fois des pathologies nerveuses, douloureuses, nutritionnelles, thyroïdiennes, hémodynamiques, etc. Ensuite, comme on est à l'ère des traitements personnalisés, il y a tout ce qui est immunothérapie qui a fait son apparition. Il y en a plein et pour être très honnête, en fait, ça crée un emballement de l'auto-immunité avec, des effets qui peuvent toucher tous les organes, qui sont pas toujours prévisibles, et pour lesquels on peut avoir des surprises. Globalement, il peut y avoir des cytopénies, mais en fait, même les oncologues, parfois, se laisse surprendre par ces effets-là. Donc il faut être juste vigilant, sur ces traitements. Et enfin, il y a l'hormonothérapie, qui, majore le risque thromboembolique, pour le tamoxifène en chirurgie du sein et pour lequel il faut prendre la précaution d'arrêter en préopératoire et de reprendre la distance de la chirurgie pour éviter tout événement thromboembolique, périopératoire. Merci beaucoup pour cette synthèse, mais c'est vrai que on commence à avoir beaucoup, et nous on s'est fait avoir sur les vérolimus en particulier, des choses comme ça. Donc ouais, il commence à y avoir des molécules avec un vrai impact ou une connaissance de l'anesthésie sur les conséquences de l'usage de ces médicaments. Il y avait une question sur le PO, mais je crois que le temps passe. Je voudrais juste dire un petit mot, poser une question à Stéphanie sur finalement, elle qui prend en charge le post-opératoire, puisqu'on a vu que vous avez, pour l'instant, Lucilia a mis un investissement très fort sur le périopératoire précoce. Et il y a peut-être aussi un enjeu. Est-ce qu'il y a un enjeu finalement sur le post-opératoire? Est-ce que tu nous disais poursuivre la lidocaïne IVSE prolongée? Est-ce qu'il y a des choses qui changent dans le post-opératoire? Est-ce que, pareil, cette problématique du post-opératoire et du soin continu de ces patients-là, est-ce que le fait d'avoir une sensibilité particulière à l'onco et à l'inflammation et la modularité immunologique a changé un peu des choses dans la pratique de ton quotidien pour Stéphanie? Alors, un petit peu, c'est très vaste tout ce que Oui. tu me demandes. Il y a des choses qui sont spécifiques, c'est sûr. Ça reste quand même du post-opératoire, de chirurgie majeure le plus souvent qu'on va prendre dans les soins critiques, ou d'ORL majeure. Après, je pense que pour ce qui est de la chirurgie abdominale majeure, on reste finalement oncologique ou non oncologique, on est quand même, ça va se ressembler beaucoup, même si on aura plus cette sensibilité de patients qui sont plus vasoplégiques. Je pense qu'on a. Alors après, l'évolution moderne a fait que depuis qu'on a découvert la bébinoradrée, on y a pris quand même un goût majeur. Hein, je sais pas, je pense que c'est partout pareil, mais c'est quelque chose auquel on a adhéré très facilement et qui fait qu'on a maintenant beaucoup de patients en périopératoire à qui on laisse des seringues de bébinoradrée quand même 24 heures, 48 heures. Voilà, donc c'est des choses qu'on a vu apparaître qui fait que ça nous a rendu plus obligatoire, entre guillemets, l'USC. Là où on laissait des malades peut-être plus facilement, un peu limite sur le plan tensionnel, tu vois, etc. Maintenant, on les garde plus longtemps. Donc, c'est surtout ces choses-là. Après, il y a des patients qui vont avoir des traitements spécifiques qui vont nécessiter d'aller en USC, des traitements oncologiques spécifiques. Je pense à toutes ces de perfusions isolées de membres, d'administration de chimiothérapie intraopératoire qui vont nécessiter cette USC. Mais pour le reste, on reste sur des soins critiques classiques de post-opératoire qui sont indépendants, je dirais, de l'oncologie et de la chirurgie, qui sont vraiment propres à la chirurgie en elle-même qui est réalisée. Voilà, je pense qu'on est quand même là-dessus. Il y a beaucoup d'ORL, en tout cas chez nous, ça reste notre pratique à nous. Pour nous, on a beaucoup d'ORL majeurs qu'on va aller mettre en soins critiques. Et on va être sur toute la prise en charge périopératoire de ces patients, qui est assez spécifique, des comorbidités qui sont assez fréquentes, mais du fait du terrain des patients, etc. quoi. On va être sur ce profil de patient qui est plus le profil du patient d'oncologie ORL, qui est, qui est assez fatigué, globalement. Tout à fait. Merci. Alors, en principe, on arrive bientôt au terme du temps imparti pour ce webinaire. Ce que je retiens, c'est que c'est un sujet hyper vaste en fait. On revisite l'ensemble de l'anesthésie, on revisite l'ensemble du périopératoire avec un œil nouveau sur la gestion de cette immunité.
ça pose question et ça ouvre énormément de projets de recherche pour essayer de comprendre quelle est la meilleure association ou quels sont les éléments les plus délétères ou les plus à risque, on va dire, sans être forcément délétères, mais quels sont ceux qui sont porteurs de risque pour ce patient-là. Donc, on a un champ de recherche qui s'ouvre actuellement très, très fort dans ce domaine-là. On n'a pas parlé beaucoup, il y avait quelques questions, mais sur le système parasympathique, et on commence à mesurer le système parasympathique. Est-ce que c'est une action? Est-ce qu'il faut avoir finalement une action très forte sur cette balance sympathique-parasympathique en périopératoire? On voit que le champ s'ouvre. On est là sur une toute petite un tout petit avant-goût de ce qui est possible. Tous ceux qui sont motivés par ce sujet, je pense que là aussi, il y a possibilité de créer une communauté de réflexion, de recherche sur le domaine. Et je pense que tous ceux qui sont intéressés par le sujet, Lucilia, il va falloir les regrouper, les faire venir avec vous. Je vous laisse le mot de la fin, mais c'était juste pour donner cette synthèse-là. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu collectif sur ce domaine. Merci beaucoup en tous les cas. Un, de l'invitation pour ma part, et puis deux, de cette participation au webinaire de vous trois en tant que meneuse de cette aventure. Alors, si je peux juste me permettre, avant que nous ne concluions, je crois avoir vu une main se lever. Je ne sais pas qui est la personne qui a peut-être levé la main ou souhaitait peut-être poser une question? Non? Il y a l'EPO qui est revenu plein de fois, mais c'est un vrai sujet, Oui. il faut en faire, mais Bon. je pense que voilà, ça fait partie des sujets de réflexion et de recherche à ouvrir très vite, comme le cell saver, hein, il va falloir avancer très vite là-dessus. C'est vrai que le PO, là, je crois qu'il y a au moins 3 questions. Oui. Bon, très rapidement, ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas nous, anesthésistes, qui le prescrivons. Hein. C'est les oncologues. Voilà. Voilà, je vais court, synthétique. Un petit mot de la fin, Lucia. Je te laisse le petit mot de la fin. Oui, merci beaucoup. Merci à toi, merci à Lauriane, Stéphanie et encore une fois aux éditions Arnett pour leur confiance et pour le soutien. Merci pour l'organisation de ce webinaire. Merci aussi aux auditeurs et aux participants qui ont été très nombreux et pour la richesse des échanges et des questions. Et à très bientôt, j'espère. Bon, en tout cas, merci à vous tous pour votre disponibilité, parce que je sais ô combien votre temps est précieux, et puis d'avoir rendu possible aussi ce temps d'échange, voilà, qui était donc riche d'enseignements, donc qui peut-être ouvrira la voie à d'autres dans le futur, je l'espère en tout cas. En tout cas, merci encore et merci aux gens qui étaient présents et connectés. Merci beaucoup à tous. Bon après-midi. Merci à vous. Très bon après-midi. Merci. Au revoir.